Notre histoire commence alors que Madara, devenu le Jinchuriki du démon originel Jubi, vient d'ouvrir son troisième œil face à la lune. Le Mugen Tsukuyomi a été activé et les êtres vivants du monde entier sont désormais plongés dans un rêve éternel. Mais devant Madara se dressent encore 4 shinobi. En effet, Sasuke a protégé Naruto, Sakura et Kakashi de la lumière éclatante de l'astre lunaire. De son côté, Obito, alors inconscient, a été protégé par Zetsu Noir qui s'était emparé de son corps un peu plus tôt. Et alors que la bataille finale s'apprête à faire trembler ce monde désormais désolé, Zetsu Noir transperce la poitrine de Madara. Ce dernier est stupéfait d'apprendre que Zetsu, qu'il pensait être la manifestation physique de sa volonté, une extension de sa personne, est en fait l'essence de Kaguya, un être ayant œuvré dans l'ombre depuis des siècles pour ramener à la vie sa créatrice. Fou de rage d'avoir lui aussi été manipulé, Madara parvient dans un effort désespéré à rappeler l'un de ses clones des limbes afin de repousser Zetsu Noir et se défaire de son emprise. « Je suis le sauveur de ce monde, celui qui a rompu le cycle de la haine. Personne ne m'enlèvera ça », s'écrie Madara alors qu'il transperce Zetsu avec un de ses orbes de vérité à qui il venait de donner la forme d'une épée à double hélice. Zetsu est mort et en conséquence, Obito l'est aussi. Débarrassé des 2 traîtres, il ne reste plus qu'à s'occuper des 2 seules personnes qui se dressent encore face à Madara et son rêve d'un monde onirique où conflit et haine ne seraient que de lointains souvenirs. Déjà rétabli de sa blessure, Madara projette ses 4 clones des limbes en direction de l'équipe 7 pendant qu'il s'envole dans le ciel afin de bombarder à nouveau le champ de bataille avec d'immenses météorites. Ce n'est plus le moment de s'amuser, il faut en finir rapidement. Et alors que Sasuke et son Susanoo se sont envolés pour tenter de rattraper Madara, Naruto rassemble ses forces pour pulvériser les projectiles géants qui s'apprêtent à s'abattre sur lui. Occupé à concentrer son chakra dans une attaque suffisamment puissante pour réduire en poussière les météores, Naruto sent les 4 ombres de Madara se projeter à toute vitesse sur Kakashi et Sakura, qui étaient restés en retrait pour ne pas gêner l'affrontement. Trop court pour intervenir, il ne peut que regarder impuissant ses 2 amis se faire tuer au loin. Naruto est hors de lui. Aveuglé par la colère, il déploie son avatar de Kurama et s'envole aussitôt pour rejoindre Sasuke, bien déterminé à sceller Madara afin de venger ses amis. La puissance de Kyuubi et du Susanoo parfait ? Intéressant. Malheureusement pour vous, j'ai moi aussi accès à ses pouvoirs, et à bien plus encore, s'amuse Madara en déployant son propre Susanoo. Dans un clash qui se fera entendre à l'autre bout du monde, les 3 combattants se lancent dans un combat de titans aérien. Naruto et Sasuke résistent bien aux assauts de Madara, mais ce dernier ne laisse aucune ouverture pour réaliser le saut de l'ermite Rikudo, et ses réserves de chakra couplées à ses capacités de régénération désavantagent les 2 rivaux dans un combat à long terme. Plus d'1 jour s'est écoulé depuis le début du combat, et Sasuke commence à montrer des signes de fatigue. Sans lui, Naruto ne pourra pas sceller son adversaire et le monde sera définitivement perdu. Entre-temps, les anciens Hokage, eux aussi non affectés par le Tsukuyomi infini, ont rejoint le champ de bataille, mais ne peuvent littéralement rien faire face à un tel déferlement de puissance. Madara parvient quant à lui à pomper dans les réserves de chakra des personnes emprisonnées dans l'arbre divin, mais sans en abuser pour ne pas risquer d'être totalement débordé par de telles quantités d'énergie. Madara est inépuisable et au moindre faux pas de ses adversaires, il en finira avec eux. Sasuke maîtrise de mieux en mieux ses nouveaux pouvoirs, mais ses réserves de chakra sont limitées. Épuisé et dans une tentative désespérée de récupérer des forces, Sasuke se téléporte devant Madara pour lui voler une partie de son chakra avec Gakido. Sur ses gardes et ayant parfaitement compris le fonctionnement de l'Ameno Tejikara de Sasuke, Madara parvient à permuter juste à temps avec l'un de ses clones des limbes, qui affrontait alors Naruto en contrebas. Surpris de voir le vrai Madara apparaître devant lui, Naruto évite de justesse la technique lancée aussitôt par son adversaire. Mais déséquilibré, Naruto est désormais vulnérable aux attaques des 3 clones des limbes qui l'entourent. La pupille de Sasuke n'a pas encore récupéré et il est trop loin pour intervenir. Dans un souffle de soulagement, Madara transperce la poitrine de Naruto et aspire avec lui le chakra du démon qu'il abritait depuis le jour de sa naissance. Un sourire aux lèvres, Madara regarde son dernier obstacle vers la paix. Terrifiés par le spectacle auquel ils viennent d'assister, les anciens Hokage comprennent que tout espoir de libérer le monde shinobi du Tsukuyomi infini vient de mourir en même temps que Naruto et Sasuke. C'est alors que Madara apparaît devant eux. « Madara, qu'est-ce que tu as fait ?» demande Hashirama à son ancien ami. « Je viens de libérer le monde de la haine et de la souffrance qui le gangrène depuis la création. » Madara explique alors à Hashirama que sa vision l'a emporté et qu'il compte bien ne jamais rompre l'Edo Tensei pour que son ancien rival puisse assister à son échec
échec pour l'éternité. De même, Madara décide de laisser l'âme de Tobirama en ce monde afin qu'il soit puni pour ses crimes passés. Après avoir rompu les Edo Tensei de Minato et Hiruzen, Madara implante des récepteurs de chakra dans le corps des deux frères Senju afin de les contrôler comme des pantins. Plus d'un an après, Madara a peu à peu absorbé le chakra de l'arbre divin. Ses réserves, qui semblaient déjà infinies grâce au Jubi, ont en fait continué d'augmenter. Résultat, Madara sent de fortes pulsations dans son troisième œil, celui qui s'était ouvert pour lancer le Mugen Tsukuyomi. À force d'aspirer l'énergie vitale de l'arbre divin, il avait renforcé son Rinne Sharingan jusqu'à débloquer des capacités spatio-temporelles lui permettant de voyager entre les dimensions. Ainsi, un jour, Madara découvre l'existence des différents espaces-temps créés par Kaguya Otsutsuki. Dans l'un d'entre eux, il tombe sur un château dans lequel est entreposé un parchemin. Après l'avoir longuement étudié, Madara apprend l'existence du clan Otsutsuki et leur quête éternelle de fruits du chakra. À la fois agacé par l'existence d'une telle race parasite et intrigué, Madara continue ses recherches tout en se préparant à l'assaut potentiel des deux membres du clan Otsutsuki mentionnés par le parchemin, Kinshiki et Momoshiki. Un peu plus tard, après avoir appris que l'armée de Zetsu Blanc avait été créée par Kaguya justement dans l'optique d'une future confrontation avec son clan, qu'elle avait vraisemblablement trahi, Madara a une idée. Plutôt que de s'entourer de milliers de faibles, pourquoi ne pas se créer une armée composée d'une poignée de puissants combattants? Déjà familier de l'Edo Tensei, Madara contraint Tobirama, qu'il avait gardé à ses côtés tout ce temps, de lui révéler les secrets de la technique. Invoquer une âme à partir d'ADN et l'envoyer dans un corps vivant. Cela tombe bien, Madara dispose des dépouilles de puissants combattants et des corps vivants, l'arbre divin en regorge, tous prêts à être utilisés en sacrifice. Une fois le rituel préparé, Madara joint les paumes de ses mains et les trois shinobi décrochés de leur cocon prennent alors des traits familiers. Naruto, Sasuke, Obito. À partir de maintenant, vous travaillerez pour moi. Après leur avoir implanté ses récepteurs de chakra, Madara dispose désormais de sa propre version des corps de Pain, composée de 5 des plus grands shinobi de l'histoire, dans des corps immortels et avec qui il partage un champ de vision commun. Avec de tels atouts dans sa manche, Madara est confiant à l'idée de recevoir les émissaires du clan Otsutsuki comme il se doit. Plusieurs mois plus tard, Madara explore encore les dimensions de Kaguya à la recherche d'informations supplémentaires concernant le clan Otsutsuki. Pendant ce temps, d'étranges pantins profitent de son absence pour détacher des corps de l'arbre divin, dans l'optique de s'emparer d'un corps d'un ou une jeune Hyuga afin de s'emparer de ses Byakugan. Bien sûr, il s'agit des pantins de Toneri qui guettaient depuis la lune l'occasion de s'emparer de Byakugan purs qui lui permettraient de développer le Tenseigan. Et après avoir subtilement réussi son plan, Toneri s'implante donc les yeux d'Hinata dont le corps a été retrouvé par ses sbires. Au même moment, le dernier descendant du peuple sélénite exploite la puissance du noyau d'énergie du Tenseigan pour précipiter la lune vers la Terre, afin de détruire ce monde de mensonges créé par Madara et résultant des erreurs passées de l'ère Mitrikudo. Lorsque Madara revient sur Terre de son voyage dimensionnel, il s'étonne de voir la Lune dangereusement proche. Il comprend immédiatement que quelque chose cloche, la Lune va s'écraser sur la Terre et détruire l'arbre divin et ses occupants, pour qui il s'était évertué à offrir une vie de rêve et de paix. Il ne peut pas laisser un tel désastre se produire. Accompagné de ses surpuissants pantins, Madara part en quête des responsables. Très vite, il tombe sur une cave suspecte, et après avoir traversé le lac qui la remplissait sans même avoir été affecté par les pièges Genjutsu dont il était truffé, ils arrivent dans un lieu étrange et recourbé sur lui-même. Madara comprend immédiatement qu'ils étaient sur la Lune et que le responsable de la chute de l'astre se devait d'être ici. Après avoir balayé sans le moindre effort les pantins de Toneri, Madara et sa bande forcent l'entrée de son château où ce dernier les attendait, recouvert d'un manteau de chakra et entouré de sphères de vérité. Voilà un dojutsu intéressant, s'amuse Madara. Je vois que tu aimes les pantins. Voyons donc comment tu te défends face aux miens. Madara envoie Sasuke au combat, pendant qu'Hashirama retient le golem de pierre géant qui venait d'être invoqué par Toneri. Paisiblement assis à côté, Madara assiste avec amusement aux affrontements. Sasuke se bat contre Toneri au corps à corps sur la surface lunaire. Des éclairs et des lueurs vertes s'entrechoquent et s'éloignent progressivement dans un combat de taijutsu rapide et brutal. Au loin, Madara aperçoit une immense lueur dorée traverser le ciel et s'abattre sur le sol, tranchant la lune en deux. C'est un très bon jutsu. Voilà un pantin qui complétera parfaitement ma collection, pense alors Madara. Mais épuisé de ce combat qui s'éternise, il décide d'en finir lui-même avec son adversaire. Après l'avoir pris de vitesse, Madara attrape fermement Toneri et lui arrache
son âme avec Ningendo. Toneri meurt sur le coup et Madara en profite pour lire l'esprit de sa victime, apprenant ainsi toute l'histoire d'Amura Otsutsuki, du peuple sélénite, ainsi que l'existence du noyau d'énergie du Tenseigan, la source de chakra qui a mis en mouvement la lune, mais aussi qui alimente le soleil artificiel du peuple sélénite et les pantins de Toneri. Madara comprend alors comment arrêter la course de la lune vers la Terre, il lui suffit de détruire ce noyau. En temps normal, seul un descendant de Amura en aurait été capable, mais Madara avait dépassé depuis bien longtemps ces concepts de lien du sang. Il détruit donc le noyau d'énergie d'une simple explosion de ses orbes de vérité. De retour sur Terre, Madara invoque de l'au-delà l'âme de Toneri. Désormais accompagné de sa propre version des 6 corps de Pain, Madara attend avec impatience de rencontrer les représentants de ce fameux clan Otsutsuki. Plus d'une dizaine d'années se sont écoulées et Madara commence à se demander si les Otsutsuki dont parlait le parchemin n'étaient pas le fruit de l'imagination débordante de Kaguya. Il reste cependant à l'affût. Si ces dénommés Kinshiki et Momoshiki finissaient par arriver, il leur préparerait un accueil digne de ce nom avant de leur soutirer des informations sur leur clan. Une race extraterrestre qui sème la mort partout où elle passe, voilà un concept qui dégoûte fortement Madara. Et alors qu'il n'y croyait plus, il ressent enfin 2 grosses masses de chakra apparaître. Tu n'es pas Kaguya à ce que je vois. Tu n'es qu'un être inférieur qui s'est emparé des pouvoirs du fruit, lance immédiatement Momoshiki à Madara alors qu'il le surplombe en volant dans le ciel. Le moment n'est pas à la discussion. Il aura tout le temps de les interroger après les avoir fait prisonniers. Madara lance immédiatement les hostilités et envoie un immense orbe des démons à queue depuis le corps de Naruto en direction de ses adversaires. Momoshiki absorbe immédiatement l'orbe avant de le renvoyer sur Madara et ses pantins avec 2 fois la puissance initiale. La déflagration rase tout sur plusieurs kilomètres, mais pas de quoi inquiéter Madara, qui s'est immédiatement protégé de l'explosion avec ses orbes de vérité. Un adversaire qui peut absorber le chakra, soit ils l'affronteront au corps à corps. Naruto et Sasuke entament un combat au taijutsu contre Kinshiki. Des éclairs jaillissent, des chocs inouïs entre les adversaires, pendant que Madara et Momoshiki se toisent avec amusement. Kinshiki est rapide et puissant. Toneri entre alors dans son mode chakra et se joint à l'affrontement pour créer l'ouverture. Après plusieurs minutes d'un combat explosif, Naruto prépare un Jiton Rasengan et s'élance sur Toneri comme pour le frapper avec. À la dernière seconde, Sasuke interchange les positions de Toneri et Kinshiki, et ce dernier est frappé de plein fouet par l'orbe tourbillonnant infusé d'un puissant Fuinjutsu. Sasuke et Toneri se précipitent alors pour contenir Kinshiki. Surpris de la puissance et de la coordination dont font preuve ses adversaires, Momoshiki commence à s'inquiéter mais ne perd pas la face. Sans crier gare, il tend sa main gauche vers son acolyte Kinshiki, qui est alors attiré à lui par une puissante force d'attraction qui l'arrache du sceau Jiton de Naruto. Kinshiki prend alors la forme d'un fruit de chakra que Momoshiki s'empresse de dévorer. Une puissante onde de choc se dégage alors de cette fusion des 2 Otsutsuki et Hashirama et Tobirama sont totalement balayés par le souffle. Madara brûle d'affronter cet adversaire et se précipite accompagné de Toneri, Sasuke et Naruto, tandis qu'Obito se tient en retrait afin de les soutenir à distance avec son Kamui. Momoshiki est très puissant, il voit nettement les clones des limbes que Madara a déployés et parvient même à éviter leurs assauts. Mais très vite, l'Otsutsuki est débordé par les attaques continues de ses adversaires. Il a déjà consommé la quasi-totalité de ses pilules de chakra pour arriver dans cette dimension et ses ennemis ne lui laissent pas la moindre chance de se remonter en chakra. Momoshiki veut en finir vite. Pour ce faire, il invoque un immense golem de lave, et alors que le monstre s'apprête à abattre des coups puissants sur ses adversaires, un immense shuriken est projeté dans sa direction. Être inférieur, s'écrie Momoshiki. Vous pensez vraiment qu'une attaque aussi rudimentaire va me faire quoi que ce soit? À peine le temps de finir sa phrase, le shuriken qui vient d'entrer en contact avec le golem de lave crée une distorsion dans l'espace-temps qui lui arrache le bras. Madara, Sasuke et Obito déploient alors leur Susanoo, et dans une attaque synchronisée, ils pulvérisent le golem de Momoshiki. À terre et presque à court de chakra, ce dernier est immédiatement emprisonné dans une cage composée des orbes de vérité combinés de Toneri, Naruto et Madara, une prison si résistante qu'il ne risquera pas de s'en échapper. Un peu plus tard, au pied de l'arbre divin où Madara s'était établi il y a bien des années de cela, ce dernier mène un interrogatoire auprès de Momoshiki. Après un moment, Madara réussit à soutirer des informations essentielles sur les Otsutsuki. Kaguya avait été envoyé sur Terre avec un membre supérieur du clan nommé Ishiki afin de récolter l'énergie vitale de la planète en plantant un arbre divin afin de faire pousser un fruit avant de le consommer pour évoluer. Ishiki devait être celui qui veillait à la croissance du fruit du chakra, Kaguya
Kaguya ayant été désigné pour être sacrifié au Jubi, condition sine qua non à l'émergence d'un arbre divin. Selon toute vraisemblance, ça ne s'est pas passé comme prévu, explique Momoshiki. Ce dernier poursuit en expliquant la mécanique du Kama, ce sceau constituant une sauvegarde des données biologiques d'un Otsutsuki qu'ils peuvent apposer sur un réceptacle. Pendant que l'un veille au bon développement du Shinju, l'autre sélectionne un autre sur qui il utilise le Kama afin de totalement réécrire ses données biologiques et ainsi réaliser une forme de réincarnation. Visiblement, Kaguya avait refusé d'être sacrifié et avait trahi Ishiki. Il n'a probablement pas eu le temps d'apposer un Kama avant que cela se produise, sinon il serait là depuis bien longtemps, suggère Momoshiki. De même pour Kaguya qui a dû se croire intouchable en consommant le fruit du chakra destiné à Ishiki. Les explications de Momoshiki donnèrent du sens à l'origine du chakra sur Terre et au pouvoir de Kaguya dont Madara avait hérité. Mais elles révélaient surtout l'existence d'un clan parasite, un virus se propageant dans tout l'univers pour asseoir sa domination. Cette idée allait à l'encontre de tout ce pourquoi Madara s'était battu. Lui qui pensait avoir brisé le cycle de la haine sur Terre, il comprit que ce cycle s'appliquait à une échelle bien supérieure et insoupçonnée. Sa décision était prise, il traquera les Otsutsuki à travers les dimensions afin de mettre un terme à leur dévastation de mondes innocents. Après s'être érigé comme le sauveur de son monde, Madara était prêt à devenir le sauveur de l'univers, même si cela lui demanderait un temps infini. Alors que Madara parcourt les dimensions grâce à son Rin et Sharingan, il finit par atterrir dans un monde étrange, dans lequel une montagne est ornée de gravures de pierre représentant vraisemblablement des Otsutsuki. En activant un mécanisme, Madara voit apparaître des hologrammes représentant les Otsutsuki évoqués sur les gravures. Voilà donc ce à quoi ressemblait le fameux Ishiki, pense Madara. Et alors qu'il continue à inspecter la structure, ce dernier tombe sur un Jubi dont les mouvements semblent être restreints, comme s'il avait été domestiqué. C'est alors que Madara sentit une présence derrière lui. « C'est donc toi qui as mis à mal mon plan pour me réincarner ?» demande la mystérieuse silhouette qui se révèle peu à peu sous les traits d'un homme aux yeux d'un noir profond et arborant une marque en forme de losange sur le menton. C'était Jigen. Lorsque Madara avait lancé le Mugen Tsukuyomi, ce dernier avait réussi à se rendre dans sa dimension pour ne pas être affecté. En effet, Ishiki ne voulait pas prendre le risque de voir Jigen, qui n'était après tout qu'un simple humain, être piégé dans le Mugen Tsukuyomi. Il avait donc attendu toutes ces années, faisant des allers-retours entre sa dimension et la Terre à la recherche d'un corps capable de supporter le Kama pour devenir son hôte, afin d'être réellement réincarné, cette fois dans de bonnes conditions. Son but n'avait pas changé depuis toutes ces années. Il souhaitait juste cultiver un arbre divin pour s'accaparer son fruit. Et l'arbre divin terrestre avait déjà donné un fruit. Il lui fallait donc tout recommencer. Seulement pour cela, il lui fallait un sacrifice à donner à son nouveau Jubi. La seule solution qu'il avait trouvée étant de sacrifier Jigen maintenant que ses données génétiques l'avaient suffisamment transformé pour en faire un Otsutsuki sacrifiable, pendant qu'Ishiki assurerait sa réincarnation via un nouvel hôte plus apte à recevoir son Kama. Fort de ses connaissances nouvellement acquises, Madara comprend immédiatement la situation, il s'agit bien d'Ishiki, ou du moins de son réceptacle. Il faut donc s'en débarrasser. Ignorant pour l'heure Madara, Jigen s'approche nonchalamment du Jubi avant de lui aspirer une partie de son chakra. Des marques noires se déploient alors partout sur son corps, et une corne apparaît autour de sa tête. Madara s'empresse d'invoquer Obito, Toneri, Naruto et Sasuke restés sur Terre pour surveiller Momoshiki. Un combat contre Jigen s'engage donc. Il est rapide. Très rapide. Sa puissance au corps à corps est impressionnante et il est lui aussi capable d'absorber le ninjutsu. D'un simple coup de pied, Jigen perfore le Susanoo parfait de Sasuke avant de disparaître puis réapparaître devant Naruto, qu'il transperce de multiples pieux semblant apparaître de nulle part. Madara intervient cependant et repousse Jigen d'un puissant coup de pied. Toneri le bombarde à distance, mais Jigen semble disparaître. Madara comprend alors que sa technique lui permet en fait de se rétrécir et de rétrécir les objets ou attaques, en plus de pouvoir les absorber avec son Kama. Là encore, il va falloir affronter cet Otsutsuki au corps à corps. Et dans ce domaine, ce dernier est très puissant. Jigen fait donc face à 5 adversaires, auxquels s'ajoutent les clones des limbes de Madara, que Jigen ne semble pas voir mais qu'il parvient pourtant à esquiver, comme s'il les ressentait, potentiellement grâce au chakra de Jubi dont il s'était emparé un peu plus tôt. À force d'efforts combinés et grâce à leurs capacités de régénération respectives, Madara et ses corps de Pain tiennent le coup. Ishiki sent de son côté que le corps de Jigen a été poussé dans ses derniers retranchements. Il comprend que s'il veut s'en tirer, il faudra potentiellement qu'il complète sa résurrection.
Malheureusement, s'il fait cela, il n'en aura plus pour très longtemps, et c'est un risque inconsidéré dans la mesure où il n'a toujours pas trouvé de réceptacle compatible avec son Kama. Il décide alors de ne pas prendre le risque, et opte donc pour la fuite afin de poursuivre ses recherches d'un hôte. Mais alors que Jigen ouvre un portail pour s'y faufiler, ce dernier se referme aussitôt, comme s'il avait été aspiré dans une spirale. Obito, tu m'auras vraiment été utile jusqu'au bout, s'amuse Madara, avant de se ruer lui ainsi que ses corps de Pain vers un Jigen surpris. Ce dernier se rétrécit alors afin d'éviter l'assaut, mais il a face à lui 4 détenteurs de puissants dojutsu qui parviennent à le traquer pour l'empêcher de fuir. Jigen n'a plus le choix, son corps est meurtri et ses réserves de chakra baissent dangereusement. Pas le temps d'aller pomper l'énergie de Jubi, il est contraint de se réincarner. Sortant d'un nuage de fumée, apparaît alors Ishiki dans sa vraie forme. Plus puissant que jamais, ce dernier affronte tous ses adversaires en même temps, et bien qu'il les domine en force brute, ces derniers continuent de se régénérer. Ishiki fait s'abattre sur eux d'immenses cubes noirs avec sa technique Daikokuten. Tous les corps sont écrasés, mais Madara a pu esquiver en permutant avec un de ses clones des limbes. Ishiki a forcé sa réincarnation bien trop tôt, et il lui reste seulement quelques heures avant de définitivement disparaître. Madara a remarqué que le corps d'Ishiki s'affaiblit et comprend qu'il lui suffit de gagner du temps pour que ce dernier ne meure tout seul. Après un moment, l'intensité du combat commence à avoir raison de son corps. Il comprend qu'il ne pourra pas venir à bout de tous ses adversaires en même temps, et même s'il y parvenait, il serait de toute façon condamné. « Toi, quel est ton nom ?» demande Ishiki. « Je suis le fantôme des Uchiwa. » Madara. Ishiki, qui a toujours été motivé par la doctrine de son clan, prononce donc les paroles suivantes. « Mon âme va bientôt se dissiper, mais je ne peux pas permettre à la volonté des Otsutsuki de s'éteindre avec elle. Pas après que nous ayons dévoré d'innombrables planètes et évolué sans cesse depuis des millénaires. Dévore le fruit du chakra, évolue, puis va et dévore planète après planète à travers l'espace. Continue d'évoluer jusqu'à ce que tu deviennes un être sans égal, un dieu. » Se sachant condamné, Ishiki préfère perpétuer la volonté des Otsutsuki plutôt que de se laisser disparaître dans un excès d'orgueil. S'il existait une chance, aussi minime soit-elle, que Madara souhaite devenir un Otsutsuki, alors ce pari en valait la peine. Juste avant que son corps ne se décompose totalement, Ishiki se jette dans la gueule du Jubi qui était retenu un peu plus loin. Il ne restait plus à Madara qu'à trouver une planète sur laquelle planter ce Jubi pour former un Shinju et s'accaparer un fruit du chakra. Mais une fois ce fruit obtenu, allait-il faire vivre la volonté des Otsutsuki ? Ou au contraire, allait-il poursuivre leurs traces pour définitivement éliminer la menace qu'ils représentent pour la réalité ? Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle uchronie les potes, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, je vous invite à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne, c'est le meilleur moyen de me donner de la visibilité. Vous m'avez toutes et tous fait d'excellents retours sur mon « Et si Orochimaru avait pris le corps de Sasuke ?», donc je me suis dit pourquoi ne pas continuer sur cette lancée. Je continuerai bien sûr les combats fictifs et les vidéos analyses, mais voilà, j'ai vraiment envie de développer les uchronies sur la chaîne, car c'est un format que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler que si j'essaie bien entendu de respecter au maximum les rapports de force dans mes scénarios afin de garder une cohérence d'ensemble, les uchronies ont avant tout vocation à raconter une histoire et pas à faire du power scaling. Donc ici, bien sûr, c'est le scénario qui prime. Et je sais que la majorité d'entre vous en ont bien conscience, mais je le dis pour les quelques personnes qui viendront inévitablement se plaindre qu'un tel a perdu contre un tel dans mon scénario. À cela, je dirais juste que si vous voulez des analyses de puissance, c'est vraiment pas ce qui manque sur la chaîne. Bref, cette outro est déjà bien trop longue, et merci à tous ceux qui sont toujours là, vous êtes des vrais. Sur ce les potes, il me reste plus qu'à vous souhaiter une super journée ou soirée, et à vous dire à plus sur Contre-Culture. Peace.